qui va nous parler des aspects fiscaux de l'activité notariale au Maroc. Monsieur Affab, vous avez la parole. Dès que le fils c'est la sonorisation. Yeah. Encore, hein? Oui, ça va. Merci, Monsieur le Président, chers professeurs et chers enseignants, chers étudiantes, chers étudiants, chers auditoires. Je suis heureux d'être parmi vous pour partager avec vous une réflexion sur une thématique auquel je apporte une attention particulière, au moins pour 3 raisons. Primo, le thème aspect fiscaux de l'activité notariale, c'est un thème transversal. Transversal dans la mesure où on va aborder un certain nombre de règles et de normes juridiques qui dépendent d'autres disciplines juridiques. Droit foncier, droit des sociétés, droit des obligations et contrats, etc. Secondo, c'est un thème conflictuel. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure des normes civiles et des normes fiscaux. Comment peut-on concilier entre tous ces normes-là? Et pour enfin parler de la responsabilité des professionnels du métier du notariat. Bon, c'est un thème qui suscite beaucoup d'importance pour les 3 raisons. Dont j'ai détaillé quelques axes. Alors, les aspects fiscaux de l'activité notariale nomment directement au droit d'enregistrement. Et le droit d'enregistrement, c'est des normes qui appartiennent au droit fiscal. Donc, qu'est-ce qu'on entend par formalité d'enregistrement? Quelles sont les caractéristiques? Quels sont ces buts? Tout cela, on va le développer dans quelques instants. Alors, pour l'enregistrement, c'est une formalité. C'est une formalité à laquelle sont assujettés certains actes et conventions, à savoir les contrats constatés par écrit ou certains faits juridiques. Ils donnent droit directement à la perception d'un impôt, dit un droit d'enregistrement. Alors, ceci dit que lorsqu'on parle de droit d'enregistrement, on fait allusion directement à une administration qui s'appelle l'administration fiscale, et on fait allusion à la fois à un impôt qui est le résultat de cet enregistrement et puis une formalité. Quels sont les buts? Les buts de l'enregistrement sont en ordre de 3. Un but fiscal, c'est la perception d'impôts au profit du trésor. Un autre but, d'assurer la conservation des documents, c'est-à-dire le fait de produire 3 copies à une administration, c'est-à-dire l'objectif, c'est de former une banque de données des contrats et des actes susceptibles d'être enregistrés. Troisième élément, c'est de faire acquérir d'actes certains une force probante aux actes susceptibles privés. De ce fait, l'acte fait foi à partir de sa date d'enregistrement. Les caractéristiques de cette formalité sont en ordre de 3. J'en résume sans tarder là-dessus. Premièrement, l'impôt, c'est-à-dire l'acte ou bien le contrat se taxe une seule fois, c'est-à-dire on ne peut pas taxer un contrat 2 fois ou 3 fois. Et puis il est indivisible, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'enregistrement d'un acte, on le fait tout entier, c'est-à-dire on ne peut pas choisir les clauses dont on cherche à tirer profit pour prétendre l'enregistrement, c'est-à-dire on fait l'enregistrement de l'ensemble des dispositions, de l'ensemble des clauses de contrat où il y a l'acte. Et puis il est immédiat parce que le fait qu'un contrat ou un acte fait regrouper l'ensemble des éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt, le receveur de l'enregistrement doit liquider et encaisser les droits sans donner aucun délai aux parties de l'acte. Comment l'activité notariale, c'est notre problématique, l'activité notariale est appréhendée sur le plan fiscal.
faut-il appliquer la norme civile en priorité ou bien accepter de donner une dérogation à cette norme pour des contraintes liées à la gestion de l'impôt? Si on veut schématiser un petit peu, voilà, les deux systèmes, c'est-à-dire le système civil et le système fiscal, vont-ils ou bien tendent-ils les deux à la fois vers une convergence ou bien vers une divergence? Pour traiter ou développer cette problématique, je vous propose un plan qui se compose de deux axes. La règle générale, c'est la soumission de l'ensemble des imitations à la formalité d'enregistrement. Et puis, je passerai, Inch'Allah, deuxième partie, au recouvrement des droits d'enregistrement. Concernant la première partie, l'article 127 il est clair là-dessus, c'est-à-dire que l'ensemble des imitations à titre onéreux sont obligatoirement assujetties de plein droit au droit d'enregistrement. C'est-à-dire la vente immobilière, qu'il soit son objet, qu'il s'agisse d'un immeuble immatriculé, on a immatriculé, droit réel, propriété, fonds de commerce, etc. Tout cela est assujetti obligatoirement à la formalité et à la perception de l'impôt dit droit d'enregistrement. Il y a d'autres opérations, bien sûr, qui sont assimilées. La liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire il y a d'autres opérations qui sont imposables obligatoirement à la formalité d'enregistrement. Je parle de l'échange des biens, le retrait de réméré, c'est-à-dire la vente avec droit de rachat, la datation en paiement, puis la licitation et l'adjudication et le partage et le solde et d'autres contrat parce que je n'ai pas cité ici parce que le contrat de temps ne permet pas de faire lister l'ensemble des contrats et actes soumis à la formalité de l'enregistrement. Donc, les listes, il n'est pas exhaustif, c'est à titre indicatif. La formalité de l'enregistrement peut être conditionnée par le respect de certaines réglementations spéciales. Je cite trois exemples, c'est-à-dire les mutations objets ou bien qui se portent sur les propriétés agricoles. Ils sont assujettés à l'autorisation préalable du ministre de l'Agriculture. Et puis, les dispositions de l'article 58 de la loi 2590 qui nécessite la production d'une autorisation pour toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d'une propriété foncière en deux lots ou plus, destinée à la construction. C'est-à-dire, l'enregistrement de ces opérations nécessite la formulation, la production d'une décision ou bien une autorisation des autorités compétentes. Et enfin, l'article 339, il oblige le moment avant de faire passer un acte par les professionnels de notariat, l'obligation de produire une attestation de paiement des impôts grivant l'immeuble objet de la vente, c'est-à-dire l'obligation de faire assigner la situation du bien immeuble avant de passer l'acte. Y a-t-il convergence et divergence entre le régime juridique et le régime fiscal en matière de droit d'enregistrement? Est-ce que peut-on parler d'un système qui se converge ou bien un système qui se diverge? Alors, le premier constat, c'est que le Code général des impôts ne fixe pas les conditions pour la formulation de contrat. C'est-à-dire, conclure un contrat ou un acte passe obligatoirement par le respect des dispositions du DOC, c'est-à-dire le daïra des obligations et contrats. Et de même, il faut, si la vente porte sur un bien immeuble, il faut respecter les dispositions du droit immobilier. Et lorsqu'on veut passer, bien sûr, un acte de société, il faut aussi respecter les dispositions des droits de société. Là, vous voyez que le Code général des impôts ne réglemente pas toutes ces dispositions-là. Ne réglemente pas tout ce qu'on appelle le fonds de commerce, ne réglemente pas ce qu'on peut appeler une vente, ne réglemente pas ce qu'on appelle un bien immobilier, immatriculé, on a immatriculé. Il faut toujours se référer aux dispositions qui réglementent l'objet de la vente. Alors là, le premier constat, c'est que
Le Code général des impôts, ou bien la formalité de l'enregistrement, passe dans son exécution par le respect des autres disciplines juridiques. Ça, c'est le constat général. Voilà, j'ai parlé de l'article 2, qui fixe les éléments essentiels pour la formation de la Convention. Bien sûr, il y a d'autres éléments à respecter. Ils sont cités par les dispositions de l'article 62 du DOC. Et l'article 306 stipule que lorsqu'un contrat fait défaut à ces conditions, ce dernier est nul de plein droit. Alors, qu'en est-il du régime fiscal? Est-ce que la nullité, selon les dispositions du droit civil, sont opposables au fisc? C'est une grande question, c'est une réflexion que je voudrais bien mener avec vous. C'est une réflexion, c'est une problématique qui est posée il y a longtemps et qu'on essaie toujours de trouver des conciliations entre les deux régimes. On peut analyser ce point selon deux volets. Le caractère parfait du contrat, c'est-à-dire une volonté parfaite entre les parties d'il y a consentement, et c'est les dispositions de l'article 488 du DOC, ils sont clairs là-dessus. Mais en bas de la loi fiscale, les droits d'enregistrement sont liés à titre d'une vente dit que les conditions prévues par l'article 488 sont regroupées. Mais une vente immobilière nécessite le respect de certaines normes à caractère procédural. Est-ce que ces normes-là, à défaut de ces normes-là, le fisc ne doit pas taxer la vente? C'est une question. Ce n'est pas nécessaire. Le fisc, ou bien selon la vision du fisc, ce n'est pas nécessaire que l'opération de vente soit constatée par écrit. Si la vente a été verbalement conclue, les parties à la vente sont tenues de souscrire une déclaration estimative. Voilà, parce que tout simplement le but il est purement fiscal, c'est-à-dire le but recherché là-dessus, c'est de faire que c'est un impôt abstraction faite puisque les parties ont respecté les normes de fond et les règles de fond d'un contrat porté sur un bien immobilier. Est-ce que ces conditions entravent-ils l'enregistrement de l'acte et le paiement des droits? S'agit-il d'une condition suspensive? Là, tant qu'une condition suspensive à un événement futur et incertain n'est pas réalisée, la convention qui en a fait ne produit pas ses effets. Vous voyez que le fait générateur de l'obligation fiscale coïncidera avec la réalisation de la condition. L'impôt sera appliqué selon le taux et selon la norme de la date de réalisation de conditions suspensives. Pour la condition dite résolutoire, je pourrais vous dire que une clause de ce genre ne fait pas obstacle à l'obligation des parties de faire enregistrer leur contrat parce que, en principe, une condition résolutoire, ça concerne uniquement les parties et ça ne génère aucune incidence sur le paiement des droits. Pour le terme, c'est exactement le même, c'est-à-dire le même traitement. Contrat conditionné par un terme n'a aucune incidence sur le paiement et l'exigibilité des droits immédiatement. Parce que vous connaissez bien que le terme, il peut porter directement soit sur l'exécution ou bien la date d'entrée du contrat. Les deux n'ont aucune incidence sur l'enregistrement et la perception de l'impôt. Quels sont les fondements de ce particularisme? La loi d'enregistrement, les deux, je veux détailler les deux points suivants. La loi d'enregistrement est d'ordre public et puis les fiches juridiques d'ordre public. Le droit d'enregistrement englobe les intérêts de l'administration ainsi que ceux du contribuable. Et il fait partie du droit public qui protège l'intérêt général, et quand on parle d'intérêt général, on ne peut diviser d'ordre public. Trois conséquences là-dessus. Conséquences dans les rapports entre particuliers et puis conséquences dans les rapports d'État avec les particuliers, et en dernier lieu, l'interprétation littérale de l'enregistrement.
La conséquence dans les rapports entre particuliers, c'est-à-dire une fois la conséquence et la nullité absolue, tout acte ayant pour but de faire fraude à la loi fiscale est nul, de plein droit. Et exemple, les contre-lettres, c'est l'article 142, le Code général des impôts, et si je me rappelle bien, la disposition de l'article 22 du DOC, d'ailleurs des obligations et contrats. Les contre-lettres, le but c'est de simuler le prêt réel de la vente d'un bien immeuble ou d'un fonds de commerce. Ce prêt se répercute directement sur les droits d'enregistrement. Donc ici, la sanction pour ce genre de clause est la nullité. Cette conséquence n'est pas toujours d'une nullité absolue, et il est possible qu'une clause ne soit pas nulle. Bon, exemple, une clause stipulant que l'incidence de l'impôt d'enregistrement sera à la charge du vendeur et non de l'acquéreur. Ce genre de clause, il est permis, et cette clause ne serait que de dépasser la charge fiscale. La charge fiscale, il est là. La condition, l'objectif de la condition, c'est pas de diluer l'impôt ou bien détourner l'impôt, mais seulement changer la personne qui sera le dernier redevable. Conséquence dans les rapports de l'État avec les particuliers. Le caractère d'ordre public du droit d'enregistrement a pour conséquence que toute tolérance de l'administration de la perception de l'impôt d'enregistrement est inefficace. Toute transaction passée est nulle, d'une nullité absolue. Le droit d'enregistrement a comme source fondamentale, bien sûr, c'est la troisième conséquence qui est l'interprétation littérale de l'enregistrement. Le droit d'enregistrement a comme source fondamentale la loi. Pas de loi, pas d'impôt. Et la loi fiscale est d'ordre public et son interprétation reste soumise à des règles restreintes ou bien des règles strictes. Un acte ou convention ne peut être imposé à un impôt qui n'a pas été prévu par les dispositions de la loi. La portée de ce principe, c'est l'interdiction de l'interprétation analogique, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer des dispositions qui régissent une convention à une autre qui n'a pas été prévue par la loi, ou bien qui n'a pas été mentionnée dans les dispositions en vigueur. On ne peut pas appliquer un tarif d'impôt déjà existant sur un acte ou un fait qui n'a pas été prévu textuellement par la loi. Donc pas d'impôt, pas de loi, pas d'impôt, bien pas de loi, pas d'impôt. C'est la règle qui est très célèbre. La portée du principe de l'interprétation littérale, c'est les atténuations ou réductions d'impôts ne peuvent être étendues par interprétation analogique. C'est-à-dire, une fois on donne une exonération à une convention, on ne peut pas l'appliquer par analogique à une autre convention qui n'a pas été prévue par la loi. Comment les droits d'enregistrement sont recouvrés? Les recouvrements des droits d'enregistrement, ils sont régis par les dispositions de l'article 179 du Code général des impôts. En principe, ils sont recouvrés par voie d'ordre de recettes. La règle générale, c'est que le recouvrement des droits d'enregistrement peut être poursuivi contre les contribuables principaux et solidaires, ainsi que leurs ayants droit à titre universel dont les entités exactes figurent sur l'ordre de recettes. Les dispositions de l'article 128 du Code général des impôts mentionnent les dates pour faire enregistrer une telle disposition. Les délais standards là-dessus sont en deux types, c'est un délai de 30 jours et un délai de 90 jours. Je ne vais pas tarder parce que le temps nous coince. Le délai de 3 mois. Bon, à défaut du paiement dans les délais prescrits, la procédure de recouvrement forcé est déclenchée et poursuivie dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions de la loi 1597 relative au recouvrement des créances publiques. Dispositions relatives à la solidarité, puisqu'on parle des professionnels du notariat,
les dispositions de solidarité prévues par les dispositions du Code général des impôts et les dispositions de la loi 1597 relatives au code de recouvrement des créances publiques s'appliquent à l'ensemble des personnes qui exercent la fonction de notariat. Avocats, les notaires, les adultes, les agents d'affaires qui vont venir par la suite, et éventuellement aux inspecteurs des impôts eux-mêmes, le conservatoire foncier et d'autres. C'est-à-dire toute personne ayant une liaison directe avec le contrat qui donne naissance aux créances de l'État et les solidaires. C'est la règle générale, c'est comme ça. Non? Pour déterminer qui doit payer les droits d'ajustement, l'article 183 distingue deux situations. Il y a une obligation de paiement dans un premier lieu, et il y a ensuite ce qu'on appelle la contribution au paiement. On veut dire par les deux. Obligation de paiement régit les rapports de l'administration avec les parties qui permet de déterminer quels sont au regard du trésor, là où les redevables tenus d'acquitter les droits simples, les pénalités et l'amende et les majorations dues sur les actes et conventions. L'obligation de paiement, elle est un petit peu vague, elle est générale et il touche l'ensemble des personnes qui ont soit ils font partie de l'acte, soit l'un des deux tiers profit de l'acte. Actes et conventions assujettis à l'enregistrement. Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l'enregistrement, l'article 183 du CGI prévoit la solidarité de tous les parties contractantes. Bon, j'ai déjà dit ça, donc c'est pas la peine. Le principe de solidarité du contractant et d'une portée générale, les actes notariés et adulaires. Conformément aux dispositions de l'article 183, les adultes, les notaires, toute autre personne exerçant des fonctions notariales sont tenus solidairement avec le contraire au paiement des impôts et taxes au cas où ils contreviennent à l'obligation prévue à l'article 139. C'est-à-dire, soit le défaut d'un non-respect des attestations et des autorisations administratives demandées au préalable, soit parce que le notaire a fait directement passer l'acte sans demander ce qu'on appelle l'attestation de recouvrement, etc. Donc j'ai déjà parlé de ces éléments, c'est pas la peine de les répéter. La contribution au paiement régit les rapports entre les parties et désigne parmi ces derniers qui doit supporter la charge des droits. En effet, au terme de l'article 183, les droits exigibles sont supportés en définitive par les personnes suivantes, c'est-à-dire les nouveaux possesseurs, s'il s'agit de transfert de propriété. Voilà, déjà un possesseur, celui qui a bénéficié du bien immeuble, s'il n'a pas été les précautions nécessaires pour s'assurer de l'assainissement total de la situation du bien, il est solidaire. Voilà, l'acquéreur, c'est un nouveau possesseur. Le débiteur dans les actes des obligations qui est aux mains levées, et puis les parties auxquelles les actes profitent de tous les autres cas. La contribution au paiement a pour effet de permettre à la partie qui a acquitté l'impôt en vertu de l'obligation de paiement d'exercer l'action en remboursement, c'est-à-dire c'est pas lui qui doit c'est pas lui qui doit normalement payer. Voilà, il a toujours, il a toujours le droit de faire ce qu'on appelle l'action au retour, c'est-à-dire l'action en remboursement contre la personne redevable en dernier lieu. Merci à votre attention et à vous la parole, Monsieur le Président. Merci M. Arta. Donc il nous a parlé des principes généraux qui cadrent les droits d'enregistrement en passant par les opérations soumises à l'enregistrement, les formalités, la portée et les effets. Alors ce qui m'a retenu dans votre intervention, c'est la question que vous avez posée concernant la convergence ou la divergence entre la nullité juridique et la nullité fiscale. Vous avez dit que
quand il s'agit d'un acte frappé de nullité absolue juridiquement, quand il y a défaut de présence de certaines conditions de fond et de forme, est-ce qu'il est opposable au fisc ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'on est redevable de l'impôt ou non? Peut-on parler de la nullité fiscale? Al-Butlan, Al-Daribi. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de passer un acte au niveau de l'administration des impôts, des droits d'enregistrement. Le constat, c'est que on peut passer tous les actes. Quel que soit le contenu de l'acte, ça passe au niveau de l'administration de l'enregistrement, parce que leur objectif, en fin de compte, c'est voilà, c'est de recouvrer l'impôt. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas le contenu de l'acte et la validité de l'acte. Et bien évidemment, votre question est pertinente et fera l'objet de débat par la suite. La nullité fiscale. Merci, monsieur.